Bonjour, assalamu alaikum, shalom. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 février 2020. C'est aujourd'hui, dans quelques heures, à 23h59 minutes 59 secondes, que finit la campagne électorale et nous sommes au jour du scrutin, jour J-2. Vous avez compris que le processus électoral sera en bonne place au cours de cette émission. Tous les paramètres seront passés au peigne fin avec les confrères journalistes qui commencent déjà à s'installer au studio. Juste le temps que je vous associe aux remerciements à l'endroit de nos deux techniciens, Victor Bekokou, Michel Tomenga à la console, pendant que Géraud Dakucha enregistre cette émission qu'il mettra à votre disposition sur YouTube à partir de 12h30 minutes. Magloire Teko Kenvi de la rédaction de Flambeau des démocrates, bonjour. Bonjour Sas, bonjour Canal FM, bonjour à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Je profite de l'occasion pour adresser mes salutations les plus fraternelles et amicales à un ami qui est à la fois un des fidèles auditeurs de Radio Canal FM et à la fois de l'émission Club de la Presse, Monsieur Kodjo Gogovor, et l'ensemble, n'est-ce pas, du personnel de l'Institut africain d'informatique l'IAI Togo, certainement câblé actuellement sur la 93.5. Merci. Longue salutation. On comprend que Magloire se met à l'école de Ambroise Yao Ponjo. Ambroise, bonjour. Pour les auditeurs et auditrices. Oui, je m'attends aussi. Mais c'est bizarre que tu ne... Ah, voilà. Il a pris ma place. Bon, Ambroise qui m'a fait Goethe pour les salutations longues. Par contre, Michel Sarakawa Balo Tchadja, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères ici présents, bonjour à nos amis techniciens. Merci. Juste la pensée du jour, c'est ce que Voltaire a écrit, que nous avons partagé une fois avec vous, mais que nous remettons aujourd'hui à la page. Citation, il n'y a point de hasard, tout est épreuve, ou punition, ou récompense, ou prévoyance. Encore une fois, c'est Voltaire qui a écrit qu'il n'y a point de hasard, tout est épreuve, ou punition, ou récompense, ou prévoyance. Sans transition, un vieux constaté que Michel devrait partager avec nous. Le côté ouest du grand contournement de Lomé, dont nous étions pleins, qu'elle n'était pas, que ce côté-là n'était pas éclairé, ce qui a été pendant longtemps cause de graves accidents. Je crois, Michel, que cette voie maintenant est éclairée. Oui, j'ai constaté avec tout le monde que cette voie est désormais éclairée depuis quelques jours, au grand bonheur des riverains et des usagers de la route. Maintenant, il reste les feux tricolores qu'on doit quand même accompagner pour que la circulation soit beaucoup sécurisée. C'est ce qu'on attend maintenant. Merci. Vieux constater le côté ouest du grand contournement qui est maintenant éclairé. Le samedi dernier, j'ai pris jusqu'au niveau du canton de Vaposito. Je présume que l'éclairage a suivi jusqu'à la fin de ce tronçon. Ambroise Yao Ponjo, c'est comme ça que vous rêvez aussi de partager avec nous un vieux constaté que la voie Adido Gom Segbe aura commencé. C'est un rêve que les travaux de réhabilitation du tronçon Adido Gom Douane jusqu'à Segbe, c'est un rêve qu'on partagerait ici en vieux constaté que les travaux commenceront incessamment. Oui, c'est une information que nous prenons avec des gants. Je crois qu'on a eu... Non, restons au niveau du rêve. Oui, je suis toujours dans le rêve. Et je voudrais rester dans mon nuage pour le moment parce que effectivement, il y a de cela 1 mois ou 2 mois, moi j'ai eu à voir certains topographes sur la voie. C'est les topographes, on les appelle. J'ai posé la question à l'un d'eux. Bon, il ne m'a pas esquissé, mais il m'a quand même donné une réponse qui ne voudrait pas être claire sur une éventualité de réhabilitation. Mais ce que je sais, c'est que la voie est totalement dégradée et que beaucoup d'habitants de Ségoué qu'on a eu à interroger estimaient que, comme c'est à l'approche des élections, que souvent des promesses sont faites, au moins ils attendent une promesse pour que d'ici 2021,
la voie puisse commencer à être réhabilitée. Donc, les usagers riverains de la voie là attendent qu'un candidat leur fasse la promesse de bitumer cette voie-là. Et sérieusement, ce n'est même quand même pas... c'est Faure Gnassingbé qui a déjà eu emprunté cette voie-là il y a de cela quelques années, qui gouverne et qui, en principe, devait prendre en charge la réhabilitation. Donc, je crois que ce serait une bonne chose. Il semble qu'il sera même dans la zone, dans la Martinée aujourd'hui. Si éventuellement il est venu, je crois que cette doléance sera posée. Barom, nicht, comme diraient les Allemands, pourquoi pas. Et l'homme à Tichogbe, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à nos auditeurs et bonjour aux confrères en studio. Merci. Et l'homme à Tichogbe qui habite au quartier Sabado Logoté, Ambroise Yao Ponjo, lui il est encore plus loin, à Kato. Quelqu'un ici dans ce studio aussi habite à Logoté. Hier a été terrible. Le courant électrique a été coupé dans la zone là pendant longtemps. Ça, lui-même habite de l'autre côté. Merci de le dire. Et nous avons été privés de courant hier pendant longtemps. Le courant qui n'est revenu qu'un peu avant 23 heures. Oui. Et selon les investigations, c'est qu'il y a un gros et sérieux problème là-bas. Les techniciens y travaillent. Mais comme le courant est revenu, espérons que les soucis auront été définitivement réglés. Mais comme nous ne sommes pas rancuniers, Ambroise et l'homme et moi, nous allons quand même saluer Madame Julienne Nyofam. C'est l'épouse de notre ami Moïse Nyofam. Elle habite là-bas aussi. Elle a goûté à la coupure de courant hier. Elle travaille à la CET. Donc sans rancune, Madame Julienne Nyofam, bonjour à vous. Ambroise? Je lui dis bonjour également, je la connais très bien. Et je pense que ce n'était pas évident. Hein. Il y a une chaleur terrible. On était peut-être à 34-35 degrés. Vous avez mesuré? Oui, là. Non, oui. Moi, j'ai un thermomètre chez moi. Et qui fait dire que, heureusement que quand ça monte dans le temps vers 22, 23, 24 heures, il y a une fraîcheur petite fraîcheur qui est arrivée. Je vous dis que l'avant-veille, c'est le lundi. Je ne vous jure pas que c'est quand on a coupé entre 1h ou 2h du matin, c'est la chaleur qui m'a réveillé. Merci. Donc, sans rancune, bonjour à Juliette, bonjour à toutes nos amis, à tous nos amis de la CET, depuis le directeur général jusqu'au concierge, à tous les agents. Voilà, nous le disions, nous sommes aujourd'hui à l'ultime journée de la campagne électorale. Tout va s'arrêter ce soir à 23h59 minutes 59 secondes et on peut deviner que les états-majors des 7 candidats vont rivaliser d'ardeur. On peut présumer qu'il y aura l'apothéose notamment à Lomé ici ou ses environs. Et nous allons à la lumière de vos parutions analyser cette campagne-là. Voilà les vainqueurs. Ali, votre titre, voilà les vainqueurs. On comprend que non seulement Faure Gnassingbé est en campagne électorale, mais Faure Gnassingbé sait compter sur beaucoup de personnalités. James Sossou dans le moyen mono, ou encore Noël de Pouken qui continue à sillonner toutes les localités de la préfecture de Loti. Voilà les vainqueurs. Donc Noël de Pouken qui organise une mobilisation gigantesque en faveur de Faure Gnassingbé. Il est à la fois dans la localité de Ping-Bong, encore dans la localité de Dankou. Ici à Lomé, c'est Madame Bakali, Immaculée, qui également a mobilisé les populations du canton d'Adetikopé pour la victoire de Faure Gnassingbé. Donc comme je le disais, non seulement le candidat Faure Gnassingbé est en campagne, mais il sait compter sur vraiment des lieutenants. Oui, c'est ce qu'on a constaté depuis le début de la campagne. C'est vrai que lui-même occupe le terrain depuis le début de la campagne, mais aussi ces lieutenants qui sont un peu partout. Vous savez qu'il y a les cadres unis qui sont pratiquement dans toutes les localités qui mouillent le maillot. C'est le cas de Noël de Pouken qui vraiment ratisse large dans l'extrême nord. Il y a James Sossou qui vraiment fait un grand travail à Toul. Il y a Hervé Pisa, nous l'avons souligné, qui est dans les Wawa. Il y a
Madame Bakale qui est à Didokopé ici. Vous savez que la semaine dernière, je vous disais, j'étais dans le Nord. Cette semaine, j'étais à Palimé. On a fait un tour au niveau de d'Amlamé. Nous sommes allés à Tapamé. Nous sommes allés à Tou. On est revenu vers Noché pour voir à peu près l'ambiance qui règne sur le terrain. Et j'avoue que tout se passe très bien. Il y a un certain enthousiasme qui a envahi les militants de tous les candidats, et je pense que aujourd'hui c'est l'apothéose, et c'est sûr que les candidats vont jeter leur dernière force dans cette bataille-là pour que l'aboutissement soit en tout cas heureux, ou soit bien le samedi prochain avec le vote des Togolais. Voilà, Faure Gnassingbé, beaucoup de cadres de son parti, des ministres, des députés, des directeurs généraux, mais également des artistes. Il y a quelques jours, on avait parlé du duo Les Toufan. On a parlé également de Eric MC, d'autres artistes. Il y a également des partis politiques comme Bâtir, comme Clé. Même le MRC d'Abbas Kaboua bat campagne pour Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, c'est le journal Symphonie qui met à la manchette que Sergio bat pavillon fort. Sergio Sport. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Faure Gnassingbé ratisse vraiment large pour cette campagne. Oui, c'est le constat sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui battent campagne pour le président du parti au pouvoir, et même du côté des 6 candidats de l'opposition aussi, il y a des gens qui battent campagne pour le candidat de leur choix, et je crois que l'ambiance de la campagne électorale se poursuit. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. On annonce de grands meetings au niveau des états-majors des candidats en course pour le scrutin du samedi, de ce 22 février. Et je pense quand même que c'est quelque chose qu'il faut saluer, notamment le fait que tout puisse se dérouler dans la paix, et qu'il faut, dans la quiétude, qu'il faut, afin que toutes les populations et tous les électeurs puissent quand même vaquer à leurs occupations. Merci. Eh bien, Magloire Teko Kenvi, votre journal, vous consacrez l'éditorial à la campagne, et vous écrivez opération à sens unique. La campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 22 février voit la participation des 7 candidats, chacun à sa manière et avec ses moyens de bord. Mais vous trouvez que cette campagne, opération de charme, se joue plutôt à sens unique? Bien évidemment, vous savez, ça fait quand même presque 2 semaines que ça dure. Et en tant que journaliste, en tant qu'observateur avisé de la chose, nous nous sommes rendus compte que chaque candidat essaie de battre campagne selon ses moyens. Mais véritablement, le constat qui est fait sur le terrain, c'est que c'est à un jeu un peu déséquilibré que nous avons assisté. Et les parutions ici présentes en disent long. Quand on prend le président sortant, le candidat du parti uni, le constat qui est fait, c'est que il est à la fois dans les airs et au sol. Et au-delà de ça, il a également ses lieutenants avec lui, les ministres, les directeurs des services centraux et décentralisés, n'est-ce pas, de l'administration territoriale, les députés, les opérateurs économiques également, puisque vous avez fait cas également de Sergio Sport. Et tout ça, c'est des éléments clés qui pèsent beaucoup dans la balance. Et c'est un choix. On ne peut pas leur refuser cela. Mais en même temps, on constate que du côté de l'opposition, eh bien, les gens ont manqué cruellement de moyens. La subvention qui était destinée à les aider, tant soit peu à alléger leur peine, en tout cas à les appuyer afin de mener de façon un peu équitable la campagne, ce n'est pas tombé. Et donc, vous allez voir que beaucoup de candidats, surtout de l'opposition, ont limité leur meeting. Quand on prend le professeur Woulou, par exemple, après quelques quartiers à Lomé, il s'est rendu directement dans sa ville natale là-bas, à Kabolé, et c'est fini. Le maître
Tchassona Traoré, par exemple, a limité considérablement ses meetings et faute de moyens, bien évidemment. Tchassona qui était ces derniers jours dans son Sokoré natal, justement, il est annoncé à Kara et à Bafilo courant cette journée. Bien évidemment. Et donc, dans le lot, seuls les candidats Jean-Pierre Fabre et Gabriel Mensah-Guillaume Kodjo ont su émerger un tout petit peu du lot en visitant quelques villes principales et secondaires du pays. Mais pendant ce temps, le chef de l'État, avec tous les moyens qu'il a, était partout, comme les journaux l'ont souligné. Et pour nous, c'est un peu déséquilibré, mais c'est également les réalités de la chose politique, comme tout est centré au niveau des moyens, comme nous l'avons dit Déo. Merci beaucoup. Le journal Canal D qui titre Digitalisation de la campagne électorale, UNIR remporte le match haut la main. C'est un constat sur le terrain au vu des moyens déployés et des localités couvertes. On peut dire que UNIR a su mettre la grosse artillerie. De l'autre côté, ce que Magloire disait tantôt, c'est un déséquilibre en termes de moyens. Les autres candidats, un peu limités par les moyens qui fait chacun fait sa part. Mais autre problème dont souffrent les 6 candidats de l'opposition, c'est ce que Flambeau appelle des violations graves du code électoral, notamment des candidats qui ont été privés de battre campagne dans certaines localités. Ambroise, on a entendu des plaintes des candidats comme surtout Fabre de l'ANC et Agbeyome de la Dynamique Bodro qui se sont plaints de nombre d'entraves posées sur leur chemin de campagne. Oui, c'est ce qu'ils ont eu à dire. Et je les ai suivis sur les médias aussi. Même hier, j'ai suivi le professeur Goguet, qui en a fait cas sur RFI. C'est pour vous dire que, quand même, il y a problème en la matière. On ne peut pas vouloir organiser une élection avec des mots mirobolants, comme apaiser, sans violence. Et pour certains qui occultent même le mot transparence. Et en même temps, déséquilibrer les moyens mis à la disposition de gens pour faire la campagne. Ce n'est pas normal. Au même moment, moi j'aurais dû... j'avais entendu le ministre Bawara disait que le Togo est l'un des pays qui finance les candidats de l'opposition pour la campagne. Et voilà que les candidats, aujourd'hui la campagne prend fin, personne n'a les 43 millions. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, moi de mon point de vue, en dehors du déséquilibre qu'il y a eu à constater, quand on me parle des cadres de l'administration, des fonctionnaires, tout le monde, il y en a qui sont allés là-bas contre leur gré. Parce que, on vous dira, moi, un monsieur m'a dit, mon frère, ils m'ont dit, tu ne viens pas avec nous. Ça veut dire que si jamais ils ne me voyaient pas, après le 22 septembre, si la fraude passait par là et que les gens gagnaient, ce qui veut dire que j'aurais des problèmes. Donc, je dis que je n'ai jamais vu Faure Gnassingbé lui-même s'investir dans une campagne autant. Il est même allé dans les champs de coton. C'est vous dire que, pour beaucoup, on peut l'interpréter comme... mais quand la personne dit également qu'il va gagner un coup KO, et qu'au même moment, tout le monde s'est investi autant, je me dis qu'il y a peur à la demeure. Il y a un problème. Même les entreprises, aucune entreprise au Togo ne peut jamais hasarder à aller financer Jean-Pierre Fabre ou Agbeyome Kodjo ou autre. Jamais. Vous n'allez jamais entendre ça. Le pire pour eux, c'est que en même temps, 3 jours après les élections, que les fixes viennent là-bas pour mettre les rideaux de ces entreprises. Donc c'est pour vous dire que quand ça se fait, ça ne m'étonne pas. Nous sommes dans une dictature et le corollaire d'une dictature, c'est le chemin là que ça prend souvent pour aboutir. Moi, j'aurais aimé, et avec tout ce que j'ai vu, Jean-Pierre Fabre qui a occupé tout le nord avec des caravanes, quand vous voyez, Agbeyome, même chose, jusqu'à descendre à Lomé, et que Faure Gnassingbé en a fait la même chose, qui certes a inondé le Togo avec des images, des trucs. Personne ne peut sortir, je l'ai dit avant la dernière fois, personne ne peut sortir gagnant au premier tour, personne. Parce que, on en viendra par rapport à la CENI, mais je me dis que la campagne s'est bien déroulée. Vous pensez quand même qu'il y a quand même un suspense le jour du scrutin. Oui, il y a le scrutin est nécessairement ouvert. On verra ce qu'il en sera, mais toujours les soutiens. On a parlé des partis politiques, des artistes de la chanson, des opérateurs économiques qui
se mobilise aux côtés du candidat Fort Gnassingbé. Mais quand je vois la une de la Nouvelle Tribune et le Mati Chogbe, là, vous vous intéressez à une personnalité ministre grand format, comme la presse aimait le qualifier. Alors, vous demandez Pascal Akousulelou Bojona, pour qui votera-t-il? C'est ce que je vois à votre manchette aujourd'hui. Oui, c'est notre interrogation de ce jour. En fait, ce n'est pas le sujet le plus préoccupant de l'heure, il faut le rappeler. Mais je pense quand même qu'il y a nécessité de pouvoir placer un mot également sur cet homme. Et vous savez qu'à sa sortie de prison en février 2016, il avait dit qu'il ne savait rien faire d'autre que la politique. Et en 2019 plutôt, il a tenté de présenter sa candidature aux élections municipales avec sa liste Ensemble pour le Togo, une candidature qui a été rejetée. Et depuis ce moment, il se fait encore plus discret, l'ancien ministre de l'administration territoriale. Et je rappelle aussi qu'il a été consulté 2 fois dans la crise togolaise d'août 2017. Il a assisté au dialogue intertogolais, à l'ouverture de ce dialogue-là à l'hôtel de février. Et donc, quoi qu'on dise, il reste présent dans l'arène politique. Il a son mot à dire par rapport à la situation politique de son pays, et nous nous sommes interrogés véritablement de savoir par rapport aux 7 candidats en lice pour qui voterait Pascal Alors justement, vous avez oublié également qu'il a été consulté par Monseigneur Podjoro quand il faisait le tour avant de dévoiler le candidat unique. Bon, c'est vrai que Pascal n'est pas candidat, mais on peut quand même s'étonner de sa discrétion, sinon de ce silence durant cette campagne électorale. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et non, on l'a précisé dans le papier, c'est-à-dire qu'on a du mal aujourd'hui à maîtriser la stratégie politique de l'ancien ministre de l'administration territoriale et même pour ses proches, ça reste un mystère. Personne ne connaît aujourd'hui comment il avance, quel est son agenda précis par rapport à la situation politique. Mais toujours est-il que l'homme n'a pas quand même démissionné de la scène politique. Il reste présent et ces nombreuses consultations dans le cadre de la situation politique togolaise sont des indicateurs de ce sujet et comme je l'ai dit d'entrée, ce n'est pas aujourd'hui le sujet le plus préoccupant, mais quand même je pense que ce n'est pas un homme, un citoyen quelconque, c'est quelqu'un qui, dans la crise togolaise, a donné son avis à ces chefs d'État qui ont facilité le dialogue. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, Pascal Bojona a aussi rendez-vous avec l'histoire pour savoir véritablement s'il votera Fort Gnassingbé le 22 février ou un candidat de l'opposition. Bien, ou pour qui s'il s'abstiendra. Pour qui Pascal Bojona va-t-il voter? Je ne le sais pas. Comme je ne sais pas non plus pour qui, vous ici, et l'homme, Magloire, Ambroise et Michel, je ne sais pas pour qui vous voterez. Eh bien, comme c'est le dernier jour de campagne, Michel, vous allez clore la couverture de la campagne électorale? Ah oui, certainement. Puisque au sortir de ce studio, le terrain là qui nous attend, nous devons voir comment les choses vont se terminer. Mais je voulais dire par rapport aux entraves dont parlaient tantôt certains confrères, pour dire que vous savez, parmi les 7 candidats en lice, il n'y a pas un étranger. Tous, c'est des Togolais, c'est des gens, des politiques de terrain qui connaissent le Togo. On n'apprend rien à qui que ce soit. Je pense que bien avant de décider de rentrer dans les statuts blancs, toutes les dispositions normales devaient être prises du côté de tous les candidats. Je ne sais pas, moi je n'ai pas eu les moyens de vérifier les entraves dont on parle, mais si c'est vrai, je pense que ce n'est pas bien pour en tout cas notre démocratie, parce que ces moments-là, tout le monde doit être libre pour sillonner, expliquer son projet de campagne à tout le monde. Mais véritablement, je pense que les candidats devaient prendre leurs dispositions pour éviter ce genre de situation. Maintenant, par rapport, parce que j'entends revenir par rapport au déséquilibre, en termes de moyens de moyens, oui, nous le constatons, mais moi, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, parce que, vous savez, depuis l'avènement du multipartisme dans les années 90, les premières élections présidentielles de 1993 jusqu'à
2010, je pense que l'État ne finançait pas si je ne me trompe pas, l'État ne finançait pas les candidats. C'est à partir de 2015 que nous avons 2013-2015 que nous avons constaté que l'État vole au secours des partis politiques. Maintenant, quand vous voulez être candidat, je pense que vous ne devez pas forcément compter sur les moyens de l'État. Vous devez vous-même vous préparer. Donc, qu'on n'aille pas faire comprendre aux gens, c'est parce que ça n'est pas parce que c'est vrai qu'on souhaiterait que ce que l'État a promis, qu'il le donna à tous les candidats, mais on ne peut pas forcément dire que c'est parce que le gouvernement n'a pas financé ou n'a pas donné les fonds qu'il y a des équilibres au niveau des moyens. Je pense que les partis politiques ou les candidats en liste devaient prendre leurs responsabilités dès le départ. Et j'ai donné l'exemple la semaine passée ici, que vous allez voir en 2010 comment l'appelle-t-on, en Côte d'Ivoire, lorsque Laurent Gbagbo au pouvoir donnait ses représentants dans les bureaux de vote 5 000, Alassane Ouattara, candidat de l'opposition, donnait 8 000. Vous voyez à peu près, en termes de moyens. Donc, quand vous décidez d'aller concourir à un scrutin sérieux comme le scrutin présidentiel, vous êtes obligé de réunir les moyens de votre côté. Vous n'allez pas attendre forcément les moyens en campagne électorale. C'est l'actualité même aux États-Unis. Vous savez, les candidats démocrates qui se bousculent pour obtenir l'investiture de leur parti, ils en sont aux primaires. Et un dernier venu, Michael Bloomberg, qui vient chambouler tout avec ses milliards pour dire que le problème de moyens en période électorale n'est pas propre au Togo. Sauf que là-bas, ici, il y a un code qui interdit ça. Là-bas, ils ont leur code leur loi à eux. Mais ici, la disproportionnalité entre les moyens à utiliser. Non, il faut juste dire que le code électoral limite, plafonne les moyens de campagne à 500 millions de francs CFA. Vous pensez qu'avec l'utilisation de l'hélicoptère, on en peut encore dépasser 2 milliards? Laissons le soin à la Cour des comptes d'analyser les rapports. Les Togolais ne sont pas des cons. Eh bien, maintenant, les campagnes, disons, les candidats, ils sont 7. Juste rappeler brièvement, comme le fait Golf Info, Agboyome Kodjo, il a 66 ans. Il a été Premier ministre et président de l'Assemblée nationale sous Feu Gnassingbé Yadema. Il est porté par la dynamique Podro. Aimé Tabouré Gogué, professeur d'économie, ancien ministre. Il a 73 ans. Il a été ministre au temps de la transition. Fort Gnassingbé, 54 ans. Président sortant au bout de son 3e mandat. Georges William Assiongbo Kouessan, il est le Benjamin de la classe, 53 ans. Il est médecin pharmacien. Jean-Pierre Fabre, 68 ans. C'est sa 3e candidature après 2010 et 2015. Comme Iolou, professeur de droit, 56 ans, candidat du parti PSR. Maître Tchassona Traoré, 60 ans, notaire, ancien président de la Chambre des notaires du Togo. Il a été également membre de la CNDH. Il est candidat de son parti, le MCD. Maintenant, on peut en venir aux tendances, telles que les journaux le laissent entendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? D'abord, le journal Canal D se demande qui est ce candidat-là qui pourra récupérer les abstentionnistes. Ces abstentionnistes qui peuvent se révéler les probables faiseurs de roi. L'article là est intéressant et je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ces derniers temps, nous avons constaté que le taux d'abstention allait crescendo. Est-ce que vous voyez parmi les 7 candidats quelqu'un qui va décider, ceux qui hésitent encore, ceux qui s'abstenaient par le passé, quel est ce candidat qui va les faire sortir de leur silence pour aller voter pour lui éventuellement? Il y a 2 semaines, ce sujet a fait notre une présidentielle 2020, la grande inconnue, et on a dit que c'était l'abstention. Et depuis 2010, vous avez constaté qu'il y a une certaine augmentation du taux d'abstention en ce qui concerne les élections dans ce pays. Et c'est quand même quelque chose qui inquiète véritablement, parce que le taux s'est quand même montré plus inquiétant en 2015, et ensuite en 2018 aux élections législatives, avec ce que
Même pour les locales. Même pour les locales aussi. Ce qui a fait même que la CENI a eu du mal à communiquer le taux d'abstention aux élections municipales dans un premier temps. Et quand vous comparez les chiffres depuis 2013 jusqu'à ce jour, vous constatez que le taux d'abstention va crescendo. Maintenant, quelle est la raison fondamentale? Qu'est-ce qui explique ce désintérêt des populations par rapport à l'exercice de leur droit de vote? Et je crois aussi que les chapelles politiques ont aujourd'hui ce travail civique et citoyen à faire au niveau des militants, parce que vous savez, depuis 2017, avec la crise sociopolitique, les gens ont été désintéressés, les gens se sont sentis floués par les leaders politiques, les gens se sont sentis désabusés, parce qu'à un moment donné, tout le monde croyait que le pouvoir allait se prendre par la rue, et finalement, des gens sont allés, enfin, ils ont discuté, et ensuite, on a eu des résultats qu'il fallait, on a eu des réformes, etc. Et finalement, des gens ont dit, on ne participe pas aux élections législatives de 2018, on les boycotte, pour enfin être candidat aux élections municipales de 2019. Et donc tout ça aussi a contribué à plutôt démobiliser cet électorat-là et à accentuer ce taux d'abstention. Maintenant, pour la présidentielle de 2020, ces abstentions, ces personnes qui s'abstiennent de voter vont porter leur choix sur qui? Quel candidat travaille sur ces personnes qui n'ont plus envie de voter, par exemple? Ils sont nombreux, hein, c'est ces gens qui n'ont plus envie de voter. Quel est aujourd'hui le message qu'il faut leur tenir? Je ne sais pas. C'est la question que j'ai adressée à Elom, mais il a plutôt planté le décor. Alors, je vous la renvoie à vous, Michel Tchadja. Parmi les 7 candidats, qui est-ce que vous voyez qui va décider? Les hésitants, les abstentionnistes, quel est ce candidat-là qui va les faire sortir pour que le maximum de Togolais aillent voter le 22? Non, d'abord c'est qui les abstentionnistes? Il faut d'abord les identifier. Vous savez, à partir des élections législatives de 2013, la présidentielle de 2015 et les législatives de 2018, le schéma qui apparaît lorsque vous analysez au microscope les résultats comparés aux élections, en tout cas d'avant, vous allez constater que c'est les jeunes qui refusent d'aller voter. Au Togo, ceux qui votent beaucoup plus, vous les connaissez, c'est les femmes et puis les gens, les personnes âgées. Les jeunes, pourquoi? C'est parce que il y a depuis un certain moment, les jeunes ne voient pas l'horizon. Les jeunes se disent, vous voyez comment les universités déversent les chômeurs chaque année sur le marché. Vous voyez comment les BTS déversent les chômeurs sur le marché. Et donc, malgré la politique menée par le gouvernement actuel en termes d'emploi, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'autonomisation, vous allez vous rendre compte que les jeunes, en tout cas une partie des jeunes, ne croient pas tellement. Et que à un moment donné, ils font le constat qu'il y a des gens qui partent à la retraite, qui sont encore là, qui ne quittent pas leur poste. Il y a des gens depuis les années 70 qui sont là dans l'administration, qui continuent leur visage ne quitte pas la télévision nationale tout le temps. Donc, c'est-à-dire, ils se disent, mais ça, à quand notre tour? À quel moment nous on peut vraiment trouver notre part? Donc, ça fait qu'une bonne partie des Togolais, en tout cas une bonne partie de la jeunesse, refuse d'aller voter parce que quand vous les interrogez, ils disent que nous on a quoi dedans? Allez voter, nous on a quoi? Donc, ceux qui ont des intérêts n'ont qu'à aller. Donc, aujourd'hui, quand je vois cela et je vois les discours qui sont tenus sur le terrain, celui qui a commencé à vraiment sortir les jeunes de leur situation, c'est Faure Gnassingbé, avec les recrutements qu'on organise par rapport à la fonction publique, les programmes comme FAEJ et autres, et je ne sais pas, ces projets sont tellement nombreux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ces politiques-là soient accentuées et pour que les jeunes vraiment se disent que demain, au moins, sera bon pour nous? Donc, je pense que c'est lui, il a déjà commencé. S'il a vraiment la bonne volonté d'accentuer cela, je pense que les jeunes peuvent se retrouver. Parce que ces adversaires, eux, ils sont toujours dans le futur. Quand nous, on viendra
quand nous on sera là, quand on fera. Mais les Togolais, je te disais, il y a de là quelques semaines que les Togolais n'aiment pas le futur simple maintenant, hein. C'est le futur direct, c'est-à-dire le concret en même temps. Il faut pas attendre parce que les gens en ont tellement besoin. Merci. Donc, alors justement, tendance à la lumière de quelques journaux. Imagine demain qui écrit Faure Gnassingbé s'offre un boulevard face à une opposition approximative. Forum de la semaine qui titre lui, le président Faure Gnassingbé part avec les faveurs des pronostics. Vérité des peuples également écrit Faure Gnassingbé en pôle position. C'est un peu le constat de quelques journaux. Vous, Ambroise? Oui, moi, je voudrais d'abord rebondir sur ce que Michel a dit par rapport au FAEJ et au volontariat et autres. Quand je prends juste le cas du volontariat, moi, j'ai connu des gens qui ont fait le volontariat 5 ans, ils ont été largués dans la nature. Aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus. Ça, c'est un. De deux, avec l'histoire de FAEJ, tout ça là, concrètement, qu'est-ce qui s'est produit? Quel a été l'effet? Maintenant, moi, je me dis, si vous me retenez la question de savoir qui peut susciter l'engouement auprès des indécis, pour tout observateur avisé, celui qui crée la zizanie actuellement, c'est Agbomey Kodjo. La zizanie plutôt? C'est-à-dire que créer une zizanie positive, c'est-à-dire celui qui suscite l'émoi, la curiosité. Un certain enthousiasme. Oui, parce qu'il est guidé par un prélat. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ambroise, là, c'est toute une polémique. Je sais, la question du prélat. Moi, c'est un avis. C'est-à-dire qu'on voit en lui, il y a une certaine confiance, un certain nombre de dieux, que donc il peut avoir une confiance. Peut beau avoir des défauts. Mais je dis que celui qui suscite. Je voudrais juste relativiser que la présence de Kodjo côté d'Agboyomé est en soi même une polémique. Oui, mais c'est un élément positif pour beaucoup d'autres. Pour vous. Non, moi j'ai eu à interroger des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas Agboyomé. Je vous le dis honnêtement. Moi, je connais une personne qui dit, moi je ne vais jamais voter Agboyomé. Mais aujourd'hui, quand je vois avec Kodjo, ça veut dire qu'il y a un fond spirituel de ce qui se passe. Donc, il y a un engouement au niveau de ceux dont tu parles d'indécis. C'est lui qui suscite. Au même moment, Jean-Pierre Fabre reste populaire. Dans toute la chaîne, depuis le Nord, il reste populaire. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi moi je dis que personne ne vienne nous dire qu'il a gagné un coup KO. Ça ne peut jamais se passer sur la terre. Oui, ma gloire, quand je parcours les journaux, et pas seulement aujourd'hui, au vu des journaux, c'est comme si Faure Gnassingbé, comme un journal le disait tantôt, a les faveurs des pronostics et que le véritable enjeu dans l'opposition, c'est qui va être le numéro 2. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de journaux laissent entendre que c'est une bataille du numéro 2 qui va se jouer entre Fabre et Agboyomé. Moi, je ne m'inscris pas dans cette analyse-là. Parce que d'abord, avant d'attaquer le sujet, il faut l'avouer que le contexte international même, actuellement, quand vous comparez un peu les choses, la géopolitique même, impose une nouvelle dynamique actuellement. Tous les chefs d'État, partout ailleurs dans le monde, sont acculés par les problèmes sociaux. Ce n'est pas seulement au Togo, sur le plan africain, sur le plan international. Les dirigeants sont vraiment acculés par les problèmes sociaux, environnementaux, économiques et tout. Et tout ça, ça va en défaveur des chefs d'État qui sont au pouvoir. Vous l'avez vu en France, par exemple avec le président Sarkozy. Il a tenté un second tour, il a été battu. Et le président Hollande, il a vu l'engouement, il savait que les choses devenaient beaucoup plus compliquées, il s'est retiré. Et là encore, le président Macron, je vous assure, Dieu seul sait ce qui se passe dans sa tête aujourd'hui par rapport à un second mandat. Éventuellement. Et donc ça, c'est le contexte international. Qu'on ne dise pas que le Togo évolue sur une autre planète, et donc l'idéal serait, ou du moins le coup KO serait la solution. Moi, je ne m'inscris pas dans cette analyse-là. Mais par rapport à la question que vous avez posée, moi, je voudrais qu'on baisse un peu la température et qu'on parle objectivement. Voyez-vous, la réalité qui est là, c'est que au fur et à mesure que les mois passent, les années passent, et l'homme l'a dit, le taux d'abstention augmente. Ça voudra dire qu'il y a un élément qui crée l'insatisfaction au niveau de la masse. Et d'emblée, quand je vois un peu les chiffres, vous allez voir que à partir de 2015, moi je vois des gens, j'écoute des gens dans la masse. Faure Gnassingbé, surtout après sa déclaration d'Atapamé, plus jamais ça au Togo, ses réformes sur le plan économique, sur le plan agricole et tout, Faure Gnassingbé a suscité un certain engouement. Ça, vous n'allez pas me démentir. Et beaucoup qui étaient même
avec les opposants entre 2005 et 2010 se sont rangés du côté de Faure Gnassingbé. Mais vous allez voir, le score que Faure Gnassingbé a eu en 2010, c'était quelque chose de 62 ou 63% si je me trompe. Mais en 2015, ça a baissé. C'est arrivé au niveau de ces camps. Pratiquement, mais il y a un décalage. En 2015 par rapport à 2010, il y a un petit décalage. Même au niveau de l'Assemblée nationale, le score que le parti au pouvoir a eu en 2013, au niveau des sièges, ce n'est plus le même par rapport à 2018. Ça a régressé un peu. Et donc, c'est des éléments clés qui renvoient des signaux forts. Maintenant, quand vous prenez un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui, et Michel l'a souligné également un tant soit peu, les jeunes beaucoup plus. Le lot d'abstentionnistes est composé majoritairement des jeunes. Maintenant, ça voudra dire que... Je dirais même qu'il y a beaucoup de jeunes, comme Michel l'a dit, qui ne s'intéressent même plus à la politique aujourd'hui. Voilà, qui ne s'intéressent même plus à la politique. Parce que ça voudra dire que les dirigeants qui sont là, à un moment donné, n'offrent plus du nouveau. Et donc, Michel l'a également dit, la configuration est telle que seuls les anciens sont là, et les nouveaux n'ont pas peut-être ce droit-là d'entrer un peu dans le cercle où les Togolais devraient être là. Quand nous prenons un peu des gens, aussitôt certains sont admis à la retraite dans leur secteur d'activité, soit on les nomme ministres ou on leur donne une promotion. Et donc, c'est quelque chose qui décourage et les gens se disent, face à cette situation où au niveau de l'opposition aussi, on n'a pas une ouverture en tant que telle, on n'a pas des signaux clairs qui nous disent que voilà, à l'absence du pouvoir qui est là, il y a quelqu'un qui incarne cet élément nouveau-là au niveau de l'opposition. Voilà, et tout ceci mis ensemble, ça décourage les gens et les gens sont indifférents pratiquement. Mais vous allez voir que par exemple au niveau du 19 août 2017, je parle également d'un élément nouveau, le phénomène Tipeee. Il est arrivé avec un autre discours carrément et ça a intéressé beaucoup et vous avez vu ce que ça a donné. Maintenant, lui aussi, il est parti, les gens se sont désintéressés encore à nouveau et c'est ce que Ambroise disait peut-être mais de façon un peu maladroite en disant que le contexte actuel... À sa façon. À sa façon. Oui. Non, toutes mes excuses. Oui. Voilà. Mais ça dit que tout est au niveau d'éléments nouveaux. Oui. Et quand vous voyez un peu au niveau des 7 candidats, l'élément nouveau qui est là pratiquement, c'est peut-être la dynamique Agbeome et la dynamique Podjoro. Pas la personne d'Agbeome, mais l'élément nouveau, c'est Monseigneur Podjoro qui est arrivé également avec un autre discours. Maintenant, quand vous voyez un peu, ça fait 2 tableaux. Le tableau de Faure Gnassingbé qui est la continuité dans le changement et le tableau dynamique Podjoro qui est le politique qui est là avec une dimension un peu spirituelle. Et donc, nous sommes en Afrique et ça joue beaucoup. C'est pour ça que je dis, au Sénégal, d'ailleurs, Faure Gnassingbé est là. En 15 ans, ce que ça a pu offrir à la jeunesse, on voit, si on dit que le taux d'abstention augmente aujourd'hui, quelque part, Faure, il en est responsable. Et donc, moi je dis, tout ceci mis ensemble, tout le monde à peu près objectivement peut voir celui qui pourrait remporter, n'est-ce pas, ce jeu de tendance. Je constate que ma question reste sans réponse. Peut-être que les auditeurs nous en diront. Non, on ne peut pas donner des noms. On ne peut pas donner des noms. Oui. Je respecte vos analyses. On fait des analyses. Les auditeurs donnent leurs conclusions. Bon. Alors, il nous reste juste une dizaine de temps. Une dizaine de minutes. Je voudrais que nous nous intéressions un peu à la CENI. Oui, mais avant de parler de la CENI, moi je vais dire un mot. De façon ramassée pour aller très très vite. Comme Magloire l'a dit, en fait tous les candidats sont sur le même pied d'égalité aujourd'hui, les 7. Aujourd'hui, quand on veut parler de bilan, ce qu'on reproche aujourd'hui, on peut reprocher aujourd'hui au candidat du parti au pouvoir de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, mais il a quand même fait un certain nombre de choses depuis qu'il est au pouvoir. Maintenant, au niveau de l'opposition aussi, les gens ont aussi un bilan. Des gens ont fait le Parlement pendant 10 ans, ils n'ont même pas été capables de proposer une seule proposition de loi. Et donc, quand vous comparez le bilan des candidats, vous vous rendez compte que personne n'est en réalité quelqu'un qui part avec la faveur des pronostics. C'est dans les urnes véritablement que ça va se jouer. À propos de bilan, je me rappelle ce titre du confrère Le Triangle des Enjeux qui écrivait hier que Faure Gnassingbé, en 15 ans, a tout tenté et tout échoué. Maintenant, venons-en à la CENI. La CENI qui a rencontré la presse le mardi dernier
Et s'inspirant de cette conférence de presse de la CENI, Forum de la semaine titre aujourd'hui que tout est fait prêt pour le vote le samedi. C'est ce que la CENI nous a dit le mardi. Sauf que depuis hier, on note une certaine fébrilité du côté de la CENI. D'abord, c'est la CENI même qui a retiré l'accréditation à la CNSC pour des motifs que nous avons débattus hier, que vous connaissez. La même CENI hier qui a annulé un mécanisme de sécurisation du scrutin, mécanisme qu'elle-même a initié et puis qu'elle a retiré hier sans aucune explication surtout. Alors, je ne sais pas qui va commencer. Mais plutôt Ambroise. Qu'est-ce qui explique cette sorte de fébrilité au niveau de la CENI au fur et à mesure que nous approchons du jour du scrutin? Oui, moi, de mon point de vue, ça rentre dans la dynamique d'instaurer une certaine opacité autour de la traçabilité des résultats pour programmer de faux résultats. Moi, c'est mon point de vue et c'est clair. Parce que je ne peux pas débattre. Déjà le matin, j'ai vu cette annulation d'accréditation à la CNSC. Parce que moi, j'ai travaillé avec la CNSC en 2010 par rapport au monitoring des médias. Et cette association a toujours travaillé avec la CENI. Maintenant, l'après-midi, j'étais abasourdi de lire que le même système de sécurisation et de confirmation des résultats qui a été instauré par la CENI elle-même a été annulé illico presto et on demande aux gens même de cesser les formations. J'ai dit, mais dans quel pays... On somme les CENI de faire rapatrier tout le matériel de ce logiciel-là aujourd'hui même 20 février. La conclusion que j'ai tirée, c'est la CENI veut faire tout à vase clos. Entouré de ce processus de traçabilité des résultats, une opacité pour nous sortir un résultat qui ne reflèterait pas ceux des urnes. Ça, c'est votre inquiétude. C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qui explique d'abord, pour la CNSC, dans le communiqué signé par M. Ayasso Tchambakou, on comprend que la CENI reproche à la CNC de faire autre chose que la simple observation. Et nos recoupements nous ont conduit à découvrir que des partenaires de la CNSC, à savoir les émissaires du NDI, sont priés de quitter le Togo. Le matériel qui devait servir à l'observation a été bloqué à l'aéroport. Et puis dans l'après-midi, c'est le ministre Gilbert Bawara qui s'exprimait sur les antennes d'une radio et qui reprochait également à la CNSC d'avoir pris parti dans la polémique de répartition des frais, des fonds publics, aux candidats. Et puis par la suite, la CENI elle-même qui annule ce mécanisme de sécurisation. Cela traduit quand même un certain manque de sérénité au sein de l'organe CENI. Bon, moi, il y a une chose sur laquelle nous tous sur ce plateau nous entendons. C'est quoi? Tout ce qui peut remettre en cause la paix, la sécurité et la crédibilité du processus électoral doit être aujourd'hui mis hors d'état de nuire. On est tous d'accord. Tout ce qui peut remettre en cause la paix, la sécurité du Togo doit quand même faire l'objet d'une certaine mise à l'écart. D'accord. Maintenant, je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Je répète, je n'ai pas tous les éléments d'appréciation du retrait de l'accréditation de la CNSC par... De la CENI à la CNSC. De la CNSC par la CENI. Maintenant, si on s'en tient aux propos du ministre de la fonction publique, tout observateur aujourd'hui qui veut observer un processus électoral a un certain nombre de devoirs, d'obligations à respecter. Maintenant, si le gouvernement estime que par rapport justement au fait que des observateurs n'aient pas été neutres dans la réclamation des fonds de campagne pour tel ou tel candidat, et c'est le gouvernement qui décide en fonction des règles établies et que tout observateur doit quand même respecter. Je pense que ça se passe dans tout pays. Si vous êtes habilité ou bien si vous êtes venu faire une observation électorale, il y a des règles claires et définies qui vous permettent de ne pas déborder. Maintenant, c'est pourquoi je dis maintenant, au-delà de ça, je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Deuxième chose, par rapport au système sincère qui a été annulé hier par la CENI, par rapport à la collecte des résultats, je pense et j'ai toujours dit que, en fait, on faisait tout ce qui se dit sur les plateformes, les réseaux sociaux. En fait, c'est le vrai débat. Le vrai débat, c'est maintenant qu'on est en train de le faire par rapport au moyen de collecte des résultats. En 2015, on a parlé de succès.
succès qui était amené par le Béninois Clément Ganaï. En 2010, on a utilisé une autre méthode, c'était le VSAT, qui s'était planté. En 2015, c'était succès. Et cette année, personne n'a été en mesure, aucun candidat n'a été en mesure de dire ou de poser le débat sur le moyen de collecte des résultats. Et tout le monde était entiché sur les 42 millions de la cagnotte des 42 millions. Il y a quand même Fabre et Agboyome qui ont souhaité que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Maintenant, par quel mécanisme? C'est ce que je dis. C'est-à-dire, pour publier bureau de vote par bureau de vote, oui. Comment est-ce qu'on centralise? Parce qu'on ne va pas, bureau de vote, les présidents des bureaux ne vont pas se lever sur le temps du territoire pour proclamer les résultats. C'est une institution qui est habilitée à proclamer. Maintenant, l'institution collecte par quel moyen? Par le transport. Non mais, écoutez, personne, je dis aucun candidat n'a fait ce débat jusqu'à ce que la CENI ne communique la dernière fois pour parler de son moyen qui est prévu par le code électoral, à savoir la centralisation des procès-verbaux et l'annulation ensuite de ce moyen qui est sincère par le moyen de téléphone portable. En fait, si je lis bien le communiqué. Maintenant, c'est vrai que ça pose un problème parce qu'on est à quelques jours du scrutin. Et ça pose un problème de transparence. Et donc, la CENI, aujourd'hui, a l'obligation de rassurer les candidats, les parties prenantes au processus par rapport, justement, aux moyens prévus par le code électoral, notamment la collecte des procès-verbaux, la centralisation au niveau des CELI dans un premier temps et au niveau de la CENI dans un second temps. Parce que c'est vrai qu'on doit centraliser les résultats par un moyen, un mécanisme, mais est-ce que c'est sécurisé? Il faut aussi se rassurer de la sécurisation de ces procès-verbaux. Et donc, c'est pourquoi je dis, la CENI a tout intérêt à rassurer les candidats, les uns et les autres, par rapport à ça. Plutôt que de se perdre dans les débats de 42 millions, qui doit prendre quand et tout ça, moi, je pense quand même le débat reste beaucoup plus sur la transparence du scrutin, l'équité plutôt, la transparence que l'homme dit est vrai. de ce scrutin. Merci. Ça fait un moment qu'on n'a pas écouté Michel. Donc, oui, Michel. Moi, je pense que la CENI, en retirant l'accréditation à la CNSC, a motivé cela. Mais j'ai fait un peu attention à ce que disait l'homme tout à l'heure. Vous savez, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas en amont. Et on doit faire extrêmement attention lorsque nous prenons des positions. Parce que pour les raisons de sécurité et de transparence de l'élection, la CENI est l'instance en mesure de rassurer les populations. Elle doit prendre des dispositions. Ce que cette organisation voulait faire, la CENI est claire, dit que c'est contraire à son cahier de charge. Et on ne peut pas, dans un État, permettre à des gens de se comporter de la sorte. Maintenant, par rapport à l'annulation, en tout cas, du système qui devait permettre, système CESEC, qui devait permettre de centraliser, de collecter les résultats, je pense que la CENI n'a pas motivé cela. C'est ça, peut-être à ce niveau, que peut-être on peut être amené à se poser des questions. Puisque on l'avait pas, en tout cas, menacé avec un revolver avant de prendre, d'adopter ce mode de transmission des résultats. Alors pourquoi subitement, voilà. Il faut expliquer. Je ne pense pas que ça doit être, comment l'appelle-t-on, une honte ou bien quoi, la CENI. Parce que tu as dit quelque chose de très important, à mon avis, c'est que il faut qu'à quelques heures de l'élection, que la CENI soit en mesure de rassurer les Togolais. Parce que tout ce qui se fait depuis le 6 février jusqu'à ce soir, l'important de tout ça, c'est ce qui va se passer le samedi soir. Il faut que les gens soient en mesure de faire confiance à ce qui se fait le jour-là. Et surtout, à la proclamation des résultats. Et donc, c'est la CENI qui est en mesure de nous rassurer. Et pour rassurer les gens, il faut les expliquer. Il faut expliquer. Oui, ça, j'avais voulu réagir par rapport. En fait, ce que Michel a dit, qui est très, très intéressant, et monsieur l'a dit, le mécanisme existait, mais personne n'a demandé à la CENI d'enlever ça. Pourquoi ils ont enlevé? Je parlais tout à l'heure du transport. Il a assez bien dit comment ils vont faire pour rassurer les gens que les résultats seront fiables et reflétant réellement ce qui s'est passé dans les urnes. On peut imaginer des scénarios, hein. Nous ne nous cachons pas. Si on doit s'en tenir au transport, à tout moment, on peut changer les choses en cours de route.
avec de nouveaux procès. Laissons de côté des si oui, et parlons du concret. Je dis, ça, c'est des supputations. Oui, c'est vrai. Mais la CENI ne peut pas se lever un beau matin pour décider d'annuler tout le système. C'est ce que Michel disait, que la CENI ne nous a pas expliqué ce qui l'a donc, amené ça suppose, ça rejoint à mes hypothèses que la CENI travaille dans une opacité totale pour conforter une thèse qui irait dans le sens de faux résultats à la fin des élections. Il faudrait cesser ça. Oui, et l'homme oui, non, mais Magloire. En réalité, je ne sais pas ce qui surprend véritablement les gens. Voyez-vous, comment est-ce que des institutions de la République peuvent travailler comme cela et les Togolais vont avoir confiance en elles? Moi, je ne comprends pas. On nous dira que oui, qu'on a des éléments. Michel l'a dit, sauf que la CENI n'a pas eu le temps de motiver, n'est-ce pas, sa prise de décision. Et le procédé est sincère. Ce n'est pas aujourd'hui que ça date. C'est la même CENI qui a institué ça. Pourquoi depuis le début du processus, on n'a pas soulevé ce cas? Et que c'est aujourd'hui, à 72 heures de l'élection, que M. Tchambakou Ayasso se rend compte que ce procédé-là peut nuire, n'est-ce pas, à la sincérité des résultats. Je ne comprends pas. Mais rassurez-vous, la particularité même de ce procédé, c'est quoi? C'est les SMS Sasgaou. SMS simple. C'est-à-dire sans connexion même, ça peut travailler. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, mais c'est des idées. Et quand les gens prennent cette décision de grande envergure sans pouvoir expliquer cela, ça dit beaucoup, ça crée beaucoup de confusion. Parce que, souvenez-vous, au Togo, le vote n'a jamais créé problème. C'est la compilation de résultats, la centralisation qui pose problème. Et quand on voit depuis un moment comment est-ce que la connexion Internet flotte, M. Tchambakou Ayasso même l'a souligné d'une manière ou d'une autre, que ça peut se couper à tout moment. Mais quand je reviens également là-dessus en disant que je ne vois pas pourquoi on peut prendre cette décision sans quand même avoir les éléments qu'il faut pour expliquer cela au Togo. Et quand, dans le sillage de cette décision-là, ou du moins dans le sillage du retrait de l'accréditation à une organisation censée observer les élections, que le ministre de la fonction publique, on sait le poids qu'il a dans le dispositif du gouvernement actuel, et le ministre explique cela par la position un peu ambiguë, si on peut le dire ainsi, de la CNS, CNSC, et que derrière, c'est la CENI également, censée être neutre, hein, parce que ne l'oublions pas, on parle de la Commission électorale nationale indépendante. Mais au-delà de tout, moi je vois que, en réalité, c'est la résultante de la politisation de nos institutions de la République. Notamment la CENI. Notamment la CENI. Tant qu'on n'aura pas une CENI technique, et que la CENI va être composée que des membres des formations politiques et tout, c'est à cela qu'on assistera et ça ne finira jamais. On peut faire un constat que la CENI a vraiment des problèmes avec la technologie. En 2010, c'était le mécanisme VSAT qui n'avait pas fonctionné. En 2015, autre mécanisme succès qui nous avait laissé sur notre faim. Et cette fois-ci, en 2020, c'est la CENI elle-même qui annule son mécanisme sincère avant terme. Et gageons quand même que la CENI va nous rassurer sur la crédibilité que nous devons avoir dans ce scrutin dans la paix. Que les Togolais aillent voter. On va finir rapidement avec quand même le mot d'ordre, c'est qu'ils aillent voter des observateurs. Si la CNSC ne peut pas observer, il y a quand même pas moins de 280 observateurs internationaux. Votre journal en parle, Magloire, Flambeau. Et là, je découvre que les observateurs viennent du Conseil de l'Entente, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la CENSAD, même des Nations Unies, même les ambassades des USA au Togo. L'ambassade des USA au Togo déploie des observateurs, le groupe africain des ambassadeurs, l'Union européenne, les ambassades d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Corée du Sud, d'Angola et même le ministère des Affaires étrangères du Nigeria. Voilà tout ce beau monde-là qui nous envoie des observateurs internationaux. Oui, non, mais
c'est un peu le tableau officiel qui est présenté. Mais ça, honnêtement, ce qui me fait rire, c'est pas que je me moque un peu de ce qui se dit, mais on refuse l'accréditation aux structures de la société civile togolaise, mais on donne l'accréditation aux gens venus de la Corée du Sud. Je ne sais pas, non, honnêtement, je ne sais pas, de l'Angola, et partout, quoi, du Sensa, de Conseil de l'entente. On sait ce que c'est que cette boîte-là. Conseil de l'entente, ça apporte quoi? Non, sincèrement. Merci. C'est là-haut. Il y a quand même seule l'ambassade des États-Unis. Il y a quand même un démenti de ce qu'on disait. Il y a une semaine encore, enfin, ces derniers jours, on disait que le système des Nations Unies, ni l'Union européenne, n'enverrait pas d'observateurs. Eh bien, depuis hier, on comprend que les Nations Unies, l'Union européenne et même les ambassades de ces pays américains et européens vont déployer des observateurs. Oui, comme d'habitude, ça va vite. Vous savez que tant qu'il n'y a pas scrutin, il faut savoir raison garder. Merci beaucoup. Eh bien, il est 12h. C'est le point que nous avons pu vous faire au vu des journaux parus aujourd'hui. Merci à cette auditrice qui a écrit avec insistance que c'est pas parce qu'il y a foule derrière un candidat qu'on peut présager que les mêmes personnes voteraient pour ce candidat. Et je rappelle hier qu'un auditeur disait que les gens vont à ces meetings-là par curiosité. Eh bien, le jour du scrutin, le 22, nous verrons ce qu'il en sera. Eh bien, nous nous ouvrons à vous. Nos deux numéros, vous les connaissez déjà par cœur. Le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Je vous proposerai d'adresser vos commentaires, vos questions directement aux confrères ici au studio. J'ai besoin un peu de soulager mes cordes vocales. Oui, allô. Oui, bonjour, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Pelé. Monsieur Pelé. Oui. Ok, nous vous écoutons. Ou bien les confrères vous écoutent. Oui, comme d'habitude, moi je vais le dire encore, que vous voyez que ce régime a de mauvaises foi. Parce que quand vous voulez jouer un match de football et que comme vous avez dit que le match, on ne peut plus jouer le match au stade de Kégué, il faudrait qu'on nous dise là où le match va se dérouler. Quand on a bloqué cette opération-là, on a annulé, la CENI a annulé. Ah, on a annulé. Avec la même opération, bon, le régime a une fois gagné les élections. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez déjà. Donc, je voulais dire encore qu'il ne faut pas que des gens se polémiquent pour se compter pour les affiches de Fonya Singbe sur le territoire. Ça ne sert à rien. Le peuple qu'il a affamé, que son papa a affamé, ne peut pas voter pour lui et ces affiches-là ne servent à rien à ce peuple togolais. Le peuple togolais n'a pas besoin de t-shirts avant de faire partie de ce régime. Le peuple togolais n'a pas besoin de casquettes ni de l'argent avant de faire partie de ce régime. Ce régime va partir. Il faudrait que si Paul Yacimbe est un Messi, qu'il croyait qu'il serait champion, le Cristiano Ronaldo est déjà là. Merci, cher ami. Juste vous rappeler que le peuple togolais est quand même bien pluriel. Depuis l'océan jusqu'au Sahel, nous réagissons de façon différente devant les mêmes équations. Monsieur Maglo, bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Je voudrais intervenir à propos de certains dires qui reviennent tout le temps au cours de vos débats. En l'occurrence, le boycott d'abord du recensement puis des législatives. À propos de cela, vous l'avez encore souligné aujourd'hui, vous dites seulement que l'opposition a boycotté les législatives, l'opposition a refusé aux militants d'aller s'inscrire, et c'est ce que vous dites, mais vous ne situez pas les contextes dans lesquels ceci s'est produit. Vous comprenez, nous sommes dans une république, et lorsque on est en négociation avec des partenaires, je crois qu'on devait suivre cette négociation jusqu'au bout. Et que quelqu'un se lève pour dire, par un coup de tête, allons faire un recensement, faisons ceci, et que tout le monde s'amène là-bas, je crois que ce n'est pas normal. Vous voyez, je dis bien que nous sommes dans une république, on a l'impression que c'est dans un royaume où tout appartient au roi, c'est lui qui décide, on le suit. Et jusqu'aujourd'hui, vous l'avez tellement répété que l'opposition a boycotté les législatives, que même les acteurs politiques, et je voudrais parler des opposants,
ils sont aujourd'hui prêts lorsque, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en pré-campagne. Monsieur Maglo, la question aujourd'hui, quel est ce candidat-là qui va faire sortir les indécis et les abstentionnistes d'aller voter? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Non, vous avez abordé aussi ce thème de boycott quelqu'un dans son intervention. Ça dit ça n'est trop tout le temps. Merci Monsieur Maglo. Peut-être que vous nous avez pas suivi avec toute l'attention que vous auriez dû. Merci quand même pour votre participation. L'auditeur suivant, Monsieur Kodjo depuis Avedji. Bonjour Monsieur Sarr. Oui, bonjour. C'est Kodjo d'Avedji. Oui. Éloignez un peu votre poste là. Ok. Lors d'une de vos émissions, Monsieur Lhomme avait fait savoir, parlant des 48 millions qui étaient accordés, qui seraient accordés à tous les candidats, qu'avec ces 48 millions, qu'il ne faudrait pas qu'un candidat à la fin puisse dire qu'il y a eu de vol de trucs là. Maintenant, je me pose une question. Lorsqu'il y a plus de 48 millions là, quelle stratégie propose pour que le vote tel qu'il sera fait, pour que chaque candidat puisse avoir une crédibilité dedans, pour qu'on puisse savoir que... Merci. Et l'homme, vous avez compris la préoccupation de notre ami auditeur? Oui, j'ai compris parfaitement. Vous savez, c'est le code électoral qui prévoit justement qu'il y a une subvention aux candidats à la présidentielle. Maintenant, c'est un peu comme si vous me demandez que je crée un journal et que j'attends la subvention de l'État à la presse et que ça ne vient pas et donc je suspends mes parutions. Avant tout, j'ai créé mon journal pour un but précis. Et donc, quelqu'un qui est candidat à la présidentielle, il connaît son budget, il sait qu'il doit déployer des délégués. Et donc, si l'aide de l'État vient comme subvention, Dieu merci, il le prend. Il ne peut pas faire des calculs en ayant en tête que l'État va débloquer 42 millions. Ça, c'est impossible. Merci beaucoup. De Kodjo à un autre. Kodjo hôpital cette fois-ci. Allô, Kodjo. Allô, Kodjo d'hôpital. Il est parti. Juste, nous disions seulement que c'est vrai que les candidats devraient avoir leur fonds de campagne, mais il se fait que ce qui a été dit au départ aux candidats. Et pourquoi ils n'ont pas versé les 43 millions? C'est une manière de déposséder les candidats, même s'ils ont leurs propres moyens. C'était été dit au départ qu'ils auront l'argent pour les campagnes. L'argent est prévu pour la campagne. Aujourd'hui, la campagne termine. On n'a pas remis les 43 millions aux gens. Le débat est ouvert. Ça, c'est un déni même. Les candidats doivent avoir la subvention. Oui, la subvention, c'est quand même un droit consacré par le code électoral. Oui. Maintenant, le candidat... Ils n'ont pas l'avoir au départ. Le candidat en lice pour une élection présidentielle ne me dites pas qu'il doit faire des prévisions en fonction de la subvention de l'État. Merci. On va recevoir Philippe en ligne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Sass. Oui. Bonjour l'équipe. Oui. Vraiment, vous êtes à la hauteur du décryptage ce midi. Merci. Je vous en félicite. Vous avez abordé tout. Et j'ai été trop fier que l'un de vos coéquipiers disait aucun des candidats n'a abordé par quels moyens la CENI va faire la centralisation. Vous avez évoqué le cas de VESAT, le cas de Succès, oui. Mais vous avez oublié ZETES. Et vous serez surpris de voir qu'on va vous dire que la CENI a utilisé ZETES pour proclamer les résultats. Et ça va vous étonner. Mais n'oubliez pas, ZETES appartient à qui? Philippe, à Louis Michel. ZETES... Oui, s'il vous plaît. Philippe, vous avez raison, mais sauf que ZETES, c'est pas un logiciel, c'est plutôt... Et l'homme, c'est une société qui assiste la CENI justement sur la technologie. On ne refuse pas. Et c'est ZETES qui avait proposé et VESAT et Succès, probablement encore sincère et finalement... Non, Succès c'est Clément Ganaï. Succès c'était à Ganaï. Et vous allez répondre quand même. Oui. Vous allez poser une question qui, parmi tous ces candidats, vont réveiller les abstentionnistes. Les indécis. Vous n'êtes pas sans savoir que ces personnes que vous appelez abstentionnistes, la majorité n'ont même pas leur carte d'électeur. Parce que cette histoire de boycott a agi sur la majorité. Et lors des locales, vous n'êtes pas sans savoir que le délai qui était accordé n'a pas aidé les citoyens togolais à pouvoir se vaquer librement pour aller s'inscrire. Oui. Aujourd'hui, tous ces abstentionnistes ont cet engouement d'aller voter, mais n'ont pas la carte. Alors, quel qu'en soit le discours qu'on va prononcer à leur endroit, ils ne peuvent rien. Ça veut dire que c'est la minorité qui a la carte qui va aller voter le 22. Merci Philippe qui revient sur la préoccupation de M. Maglo.
Mais de toute façon, la question reste posée. Quel est ce candidat qui va mobiliser le maximum d'indécis et d'abstentionnistes? Peut-être que nous le verrons le 22 février prochain. Nous recevons notre ami, bonjour, Yao depuis Kelegougan. Alors, bonjour, oui. Mes frères. Vraiment, j'ai l'honneur qu'aujourd'hui vous m'avez reçu. Ah, merci beaucoup. C'est à nous. Seulement, ce que moi j'allais dire, sincèrement, le Togolais a trop la paix. C'est pour ça, la politique, au lieu que les hommes disent la réalité, essaie de soulever les autres contre la nation. Ce n'est pas normal. On sait que les élections se passent après, l'élection présidentielle se passe après chaque 5 ans. Mm-hmm. Sachant bien que je dois être candidat, je m'apprête. Que d'attendre à ce que l'État me finance pour aller faire ma campagne. Ce n'est pas possible comme ça. Mais tu sais que tu dois aller aux élections présidentielles après toi. Qu'aujourd'hui les hommes disent que le gouvernement a essayé d'étouffer les autres, de faire leur campagne. Ce n'est pas possible. Il faut essayer de dire la vérité. Ce n'est pas normal. Il faut leur dire ça. Je sais que je vais aux élections. Qu'est-ce que je dois faire? Je m'apprête. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, tu n'as pas pu réunir 100 millions, 50 millions pour faire la campagne. Mais maintenant, nous sommes d'accord avec vous, mais vous-même, quand vous promettez quelque chose à vos enfants, est-ce que vous honorez votre promesse ou pas? Non, le papa peut promettre. Peut-être, si ces fonds-là, il ne les a pas à sa disposition. Il a été à la banque a des difficultés. Est-ce qu'il faut aller voler, venir leur donner? Le papa promet. Merci. Eh bien, tout simplement, les candidats demandent que l'État honore son engagement. C'est tout ce que nous rappelons aux uns et aux autres. Merci beaucoup, notre ami Yao Davedji. Monsieur Amana qui m'appelle, mais je ne peux pas recevoir votre appel sur mon téléphone cellulaire. Appelez plutôt les 2 numéros de l'émission. Bonjour l'ami en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. C'est monsieur Adjitri, c'est ça? Adjibi. Adjibi. C'est bon, ça peut aller. Ok, allez-y. J'aimerais intervenir par rapport à cette histoire des 42 millions. Disons de la subvention de l'État aux candidats. Pour les élections présidentielles, attendent des fonds de la part de l'État. Et s'il arrivait que l'État ne donne pas de fonds, alors ça veut dire qu'il n'y aura pas de campagne. Maintenant, on parle de ceux qui ne veulent pas aller voter. Sans oublier que pendant les législatives, ces mêmes opposants ont appelé la population à ne pas aller se recenser. Pareil pour les locales et ceux qui ont appelé la population à aller voter ou à aller faire leur carte pour les locales, il s'avère qu'il y a eu juste un petit trou. Maintenant, comment se fait-il que ces mêmes opposants qui se portent candidats aujourd'hui appellent ces populations à qui ils avaient demandé de ne pas aller se recenser pour venir voter pour eux? D'emblée, c'est clair que le parti au pouvoir qui avait appelé lui ses militants pour aller se recenser, en plus de ces militants et de ces autres personnes qui essaient encore de gagner de son côté, c'est clair que la victoire se dessine. Merci, c'est votre commentaire. Ambroise va vous répondre incessamment. Le temps quand même que nous recevions déjà M. Isaac qui est en ligne. Isaac. Oui, bonjour monsieur. Oui. J'ai l'impression que, en vous écoutant là, on a l'impression que est-ce que vous n'êtes pas en train de violer certaines lois de la HAC? Lesquelles par exemple? Oui, parce que on a l'impression que des gens veulent remonter des gens. Vous parlez de la compilation. Je voudrais poser une question à savoir, on dit l'écriture reste et les paroles s'envolent. Mais quelle est l'utilité des procès-verbaux qu'on propose? Si chacun a son élément dans les bureaux de vote, je pense que tout ce que vous dites, la polémique par rapport aux compilations et tout ça là, oui, ça n'a pas sa place. Je vous en prie. Essayez de mettre. C'est nous qui vous prions. Et l'homme, vous voulez lui répondre à chaud, à notre ami? Non, vous savez, d'abord, personne ne transgresse les lois de la HAC. On fait un débat dépassionné, on commente, on analyse, et on n'a en aucun cas violé une disposition légale. Nous connaissons les règles de cette profession, et en réalité, on ne fait pas d'extrapolation. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, là, il y a 2 semaines, il y a eu aujourd'hui une obligation pour chaque candidat d'avoir un délégué dans un bureau de vote. Mais ça,
c'est des résultats qui sont compilés par les états-majors des candidats. Maintenant, au niveau de la CENI, il y a un système de collecte qui se fait officiellement. Et c'est de ça que nous parlons. On ne parle pas des états-majors. Ça, c'est la CENI même qui est en train de compiler ces résultats. Et c'est ce qui est officiel et c'est ce qui fait force de loi. Ce que les gens collectent de gauche à droite là, c'est pas ça qui fait force de loi. Et donc, ce qui fait force de loi, nous avons pour obligation de veiller à ce que ça soit transparent. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Et nous rappelons que la CENI savait qu'il y avait les PV avant d'initier le mécanisme sincère. Et Michel l'a dit, la CENI n'a pas motivé le pourquoi et le comment de l'annulation du sincère. Maintenant que sincère est annulé, qu'est-ce que la CENI propose en place pour la compilation? C'est notre devoir également d'interpeller. On va recevoir rapidement en même temps Freddy, bonjour. Alors bonjour, c'est Kodjo. Ah Kodjo, vous êtes en ligne. Oui, avant d'aller à mon sujet, j'aimerais que vous expliquiez le mot indécis à l'invité héros, à celui qui est passé avant moi. Parce que quand on dit indécis, ça veut dire que la personne a le droit d'agir, même il ne l'a pas fait. Donc les indécis, automatiquement, ils ont la carte d'électeur. Maintenant, sur la CENI, ce qu'elle fait, je me souviens que à la veille des élections locales, la CENI avait sorti un communiqué disant que les électeurs peuvent apposer leur doigt sur la photo du candidat, le logo et la partie réservée. Au soir, lorsqu'on est en train de compter les bulletins de vote ici à Tokoa protestant, il y avait une salle de vote. Certains délégués ont annulé plus de 50 bulletins. Donc il a fallu que nous qui regardons à travers les fenêtres faisons les tapages pour que le responsable de ce centre de vote vienne valider les bulletins. Si M. Lawson est à l'écoute, il peut entrer en ligne pour en témoigner. Maintenant, sur cette élection, la CENI, on ne l'entend pas. Ce matin même, j'ai montré le bulletin à ma maman et elle a apposé le doigt sur le logo d'un candidat. Maintenant, si cet état de fait se reproduise encore, est-ce qu'on va annuler ces bulletins de vote ou quoi? Merci l'ami Kodjo, mais je présume que les candidats ont eu le temps d'expliquer à la population comment voter pour que le bulletin ne soit pas nul. Ça c'est de deux. C'est vrai que la loi nous donne le droit d'aller observer le dépouillement, mais je ne pense pas que le public a le droit de s'ingérer dans la façon dont les membres du bureau travaillent. Ils ont été suffisamment formés pour ça, je présume. On va recevoir rapidement le dernier auditeur et puis on fait le point. Bonjour l'ami. Oui, bonjour, c'est ça. C'est monsieur? C'est Raphaël. C'est Raphaël, ok, nous vous écoutons. Oui, je salue tout le monde qui est autour de la table là-bas. Oui. Oui, j'ai deux questions là. Allez-y rapidement s'il vous plaît. La CENI a annulé le système dont vous parlez là. Le système sincère. C'est ça. Ça crée un tohu-bohu entre la population. Je voudrais savoir, toutefois que des systèmes comme ça ou bien des choses comme ça n'avantagent pas le pouvoir, on parle de code électoral, le code électoral n'a pas dit ça. Est-ce que le code électoral a prévu que à quelques heures de l'élection présidentielle là, la CENI a la possibilité seule, la capacité seule, uniquement, pour annuler un système comme ça, de deux, pour expliquer à la population ce qui s'est passé, ce qui se passe. Est-ce que, de quel côté M. Gilbert Barra est dans la CENI pour pouvoir avancer des idées que c'est comme ça, vraiment, c'est anodin, quoi. Merci. Michel Tadja, notre ami nous rejoint dans notre... Nous aurions aimé que la CENI nous expliquât pourquoi elle a annulé le mécanisme sincère. Maintenant que sincère est annulé, quel est le mécanisme que la CENI va exploiter pour la compilation, la sécurisation? Voilà l'inquiétude qui demeure et que notre ami nous rappelle. Oui, c'est pourquoi nous parlions nous disions qu'il fallait quand même que la CENI explique d'abord le pourquoi elle a annulé ce système sincère et qu'est-ce qu'elle compte faire. Puisque le temps presse, pour que les Togolais soient rassurés avant d'aller voter,
le 22 février prochain. Donc, c'est ça. Il faut, peut-être que les heures à venir, la CENI peut-être se prononcera, je n'en sais rien, mais peut-être elle va, puisque déjà ça crée, vous voyez, nous-mêmes aussi, on est confus ici. Et puis, les auditeurs qui appellent, vous voyez, ils ne comprennent pas. Voilà, donc il faut quand même, moi je ne dis pas que ce que la CENI a fait, je ne maîtrise pas pour dire si ce qu'elle a fait est mauvais ou bien, mais il faut quand même qu'elle explique et à chacun de tirer. Merci. Alors, Ambroise, une question vous avez été adressée. Est-ce que les candidats de l'opposition ne se retrouvent pas aujourd'hui devant une réalité qu'ils avaient créée hier en appelant la population à l'abstention, notamment pour les législatives? Oui, on peut dire que ça a été une erreur, parce qu'on aurait pu permettre aux gens au moins d'avoir la carte. Et M. Sonar Traoré l'a dit, nous-mêmes on avait eu à tirer sur lui. Peut-être que c'est lui qui a, pour être honnête, peut-être que c'est lui qui a raison aujourd'hui, mais par rapport à l'élection législative elle-même, je crois que c'est un boycott de principe. Il y avait un principe, il y avait un problème. Et nous-mêmes, quand on avait soutenu le fait de ne même pas avoir la carte, c'est quand on avait tellement eu d'informations que on va enrôler les gens, beaucoup d'enfants. Et ça n'est suivi avec l'enrôlement à Tchévier, à Agou, partout. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et j'ai compris que le pouvoir fait tout ça sciemment pour écarter les opposants des élections. La preuve, quand la CENI, hier, quand ça s'est produit avec cette histoire, l'après-midi là, qu'on va annuler le système de sécurisation, il y a un monsieur qui m'a appelé et me dit, ils veulent obliger l'opposition à boycotter les élections parce qu'ils ont peur. Et j'ai dit, c'est possible aussi. Parce que finalement, il y a plus de mécanismes qui sécurisent les résultats. Donc l'opposition va dire, vous nous avez tout pris. Donc autant aller se reposer. Attention Ambroise, nous n'allons pas contribuer également avec des propos qui tiendraient à démobiliser l'électorat. Non. C'est dire que, moi je viens de dire à tous les Togolais d'aller voter. Merci. Ils n'ont qu'à se mobiliser, même plus que jamais, se mobiliser pour aller mettre les bulletins dans les urnes et aller voter utile. Et nous attendons que la CENI vraiment nous situe, nous explique et nous rassure. Ça c'est clair. Sur toute la fiabilité, la crédibilité de l'élection. Magloire. Oui, je vais répondre à une préoccupation qui est revenue à plusieurs reprises de nos auditeurs. C'est par rapport au déséquilibre dont on parlait, n'est-ce pas, au niveau de la campagne. Déséquilibre en termes de moyens de campagne. En termes de moyens. Oui, j'ai écouté des gens qui disent on ne devait pas attendre forcément les moyens de l'État avant de s'y lancer. Mais moi, je vous le dis, parmi les six opposants à liste, en réalité, vous-même, vous le savez, ce ne sont pas tous qui y vont pour gagner la présidentielle. Beaucoup d'entre eux font leur business politique. C'est-à-dire, ils calculent, je mets 20 millions, je reçois 42 ou 43 millions après, et il y a également 20% ou 40% qui est encore là, et ça dépendra du score que l'on aura. Et donc, c'est beaucoup de calculs. Et donc, c'est pour ça, moi, oui, les opposants crient cette, mais dans les opposants, il y a les opposants. Et vous allez voir que parmi eux, oui, les candidats, par exemple, Agbeome et Jean-Pierre Farr, qui se plaignent, certes, mais ils continuent leur campagne. Ils ont été jusqu'au Grand Nord. Même s'il y a des hostilités sur le terrain, ils ont été quand même. Donc, à vous de voir comment véritablement les choses sont faites. Mais moi, je me dis, il y a cette réalité, mais on ne va pas quand même dédouaner le gouvernement parce que c'est un décret gouvernemental qui a institué ces fonds-là et il faudrait que le gouvernement... droit reste un acquis. Voilà, ce n'est pas une faveur. Et donc, le gouvernement avait l'obligation... Bon, comme la campagne pourra faire aujourd'hui sans que les gens ne touchent le fonds, ou avait l'obligation donc de mettre à disposition chacun des candidats se reconnaîtra dans le caricature de Magloire. Et puis mieux, ce que dit Magloire, vous savez, les 43 millions, je pense que c'est un acquis. C'est le gouvernement qui l'a dit, c'est un acquis. Maintenant, quitte à chaque candidat, s'il est crédible, d'aller prendre l'argent au niveau de sa banque pour continuer, ou en tout cas pour battre campagne. Parce que le problème qui se pose, si... Je ne suis pas en train de dédouaner le gouvernement. Si on remet les 43 millions à quelqu'un le 6 février, le 10 février par exemple, il retire sa candidature. Voilà. Comment il peut non, il remet l'argent. Non, il a déjà non, sur quelle base il va nous mettre le reliquat? Comment on va calculer? Sur quelle base? Est-ce qu'il va remettre et sur quelle base? Donc, il y avoir une disposition. Voilà. Donc pour vous dire que jusque là, les cartes, c'est un acquis. Donc ils n'ont qu'à battre campagne. À la fin, si on se faire avancer la campagne, on va payer service après vente alors. Très rapidement, il nous reste juste 2 minutes. C'est très serré pour vos cartons.
30 secondes chacun. Et l'homme Antichobwe. Donc, moi, je n'ai pas de carton. Vous passez. Et l'homme, plutôt Magloire. Moi, carton rouge à l'État togolais, au gouvernement togolais, parce que nous étions dans ce pays quand on a réfectionné notre stade de Kégué à 15 milliards de francs CFA. Et à l'inauguration, on a fait venir des stars de foot, des anciens gloires. C'est des millions. Et aujourd'hui, des inspecteurs de la CAF sont venus nous dire, ah tiens, chers amis togolais, votre stade n'est pas aux normes internationales. À qui la faute? Et donc, on me dit par exemple qu'il n'y a pas de climatiseur. Ici, dans ce studio, il y a 3 climatiseurs. Peut-être qu'à la fin, on va voir le directeur de Canal FM. On va déployer 2 là-bas et 1 peut suffire ici. Donc, pour dire carton rouge à l'État togolais. Merci, Magloire. Moi j'ai juste un message de dire à ceux qui organisent les élections de fonctionner dans la transparence. Et aux partis unis de se préparer à rentrer dans l'opposition. Parce que on ne sait jamais. Vous n'avez pas qualité. Non, moi je suis journaliste. Oui, mais non, c'est vous pour donner mon avis. Qui va être dans l'opposition demain. Oui, parce qu'il y a des gens, parmi eux, quand tu les entends, il n'y aura pas de tout. Tu comprends que j'ai l'impression qu'ils sont déjà vainqueurs. Mais ils n'ont qu'à aussi se mettre de l'autre côté de la barque pour comprendre si demain on rentre dans l'opposition. Dieu seul est gouvernant. Eux, ils peuvent décider autre chose avec les armes. Merci. Mais si Dieu dit, demain vous rentrez dans l'opposition, Togolais, ils vont aller dans l'opposition. Ils n'ont qu'à se préparer à rentrer dans l'opposition. Proclame des résultats avec toute la transparence et la fiabilité. Non, Michel, on finit par vous. Mon carton, il est vert et il est adressé au FOSEP, en tout cas à la FOSEP, parce que c'est des messieurs dames qui jusqu'à présent, en tout cas à quelques heures de la fête, ils ont fait montre d'une qualité, d'un professionnalisme qu'il faut saluer. Merci à vous. Merci surtout à celles et ceux qui nous ont écoutés et qui ont interagi avec nous. Demain, selon le code de la presse, nous ne pourrons plus parler, nous ne devrons plus parler de campagne électorale, mais nous trouverons suffisamment de sujets de proximité à vous entretenir. Et je vous prie de ne pas rater le club de la presse demain et prions que Dieu fasse qu'il en soit ainsi.